Bien, on va reprendre nos travaux pour cette session de l'après-midi. Je suis Clément Tribalo, je suis responsable du SMPS pour la région Pays de la Loire et comme vous l'avez vu, pour le prochain mandat secrétaire national, directeur d'hôpital. Nous allons parler du temps de travail. On n'a pas parlé conciliation vie pro, vie perso tout à l'heure et là on va rester plutôt sur le lieu de travail et sur le temps de travail pour aborder un sujet autour de l'expression « pas le temps », qui est une expression qui revient tout le temps dans nos métiers. Peut-on encore retrouver le temps pour un management sous le signe de la qualité et de l'efficacité ? Nous avons le plaisir d'accueillir, je vais les citer par ordre à ma gauche, David Gruson, directeur du programme santé du groupe Lumines et fondateur d'Ethic IA. Merci, tu nous diras par la suite un petit peu plus ce dont il s'agit. Emeline Flinois, directrice du pôle RH et pôle investissement logistique développement durable à l'ANAP. Merci à l'ANAP d'être avec nous. Nicolas Portolan, tu es directeur de l'Institut Bergonié. Il s'agit du Centre de lutte contre le cancer de Bordeaux. J'allais dire Besançon et Bordeaux. Et Séverine Labou, tu es bien connue des collègues du SMPS et tu es directrice du groupe hospitalier Lous au Bourdin, qui est un hôpital... J'ai dit quoi? Je l'ai écorché. Oh là là. Je vais me faire tuer par les nordistes. Los au Bourdin, dans l'agglomération de Lille. Lille. Bien. Alors, je vais introduire un peu la table ronde. C'est un sujet, c'est un sujet de notre quotidien, sujet de notre temps de travail, notre temps de travail à nous, le temps de travail de nos équipes. On a fait une enquête. Alors, c'est une enquête qui est partie des Pays de la Loire il y a quelques mois. Vous avez peut-être vu dans la presse sur les conditions de travail des managers de santé. Et il y avait quelques chiffres assez intéressants dans cette enquête. Je vais vous en citer un sur le volume horaire de travail. 62% des managers de santé disent travailler entre 40 et 50 heures par semaine. 34% disent travailler au-delà de 50 heures par semaine. Donc ça veut dire qu'en volume horaire, les managers de santé ont des horaires très larges. Je rappelle que la limite dans l'Union européenne, c'est 48 heures par semaine, théoriquement. Donc ça, c'est un premier constat, c'est qu'on travaille beaucoup, alors que pour autant, la tendance historique du temps de travail, c'est plutôt une tendance de diminution. C'est-à-dire qu'on travaille plutôt de moins en moins en volume horaire global, avec les congés payés, les 35 heures, etc. Et pour autant, nous, notre vécu, c'est plutôt un vécu d'accroissement du volume de travail, et puis un vécu aussi d'intensification, c'est ce qui ressortait aussi de cette enquête, d'intensification du travail, avec comme conséquence de la fatigue, de l'impact sur la santé, parfois une perte de sens et une perte d'attractivité de nos métiers. Et donc, cette intensification, on l'a vu, majorée dans la période récente, sur la période Covid et les années qui ont suivi. Ce qui ressort, c'est que le numérique a fait une entrée encore plus fracassante dans nos vies avec les visioconférences qui ont aboli finalement certaines distances, on se déplace peut-être un peu moins qu'on se déplaçait avant la période Covid, on fait plus de visio, mais finalement il y a moins ces temps intermédiaires, etc. Ces temps de pause, l'avant-réunion, l'après-réunion. On est tout dans cette course, cet enchaînement dans le travail et effectivement ça a un impact sur nos vies. Et puis il y a tout le télétravail, on va en parler, qui s'est énormément développé avec des avantages et des inconvénients. Alors je vais rentrer tout de suite dans la vif du sujet en interrogeant un manager, en l'occurrence une manageuse de santé, Séverine. Toi, c'est quoi la réalité de ton temps de travail? Alors, est-ce que tu travailles autant que les horaires que j'ai indiqués? Et ce sujet du temps de travail, comment tu l'abordes pour toi-même et comment tu l'abordes avec tes équipes? Alors, une semaine normale, c'est environ 60 heures. 60 heures. Je l'aborde avec mes équipes en leur disant de ne surtout pas faire la même chose, que je suis le contre-exemple. Et je dis toujours, c'est normal, quand on est directrice, de faire autant d'heures. Je ne suis pas sûre que ça soit si normal que ça. Tu as cité quelques chiffres. Moi, j'aimerais bien en citer quelques-uns. Et n'y voyez aucune plainte de ma part, mais 39 heures. 39 heures, c'est ce qui est écrit sur nos fiches de paye. On est très, très loin de faire que 39 heures. Ce n'est pas possible dans nos métiers ou en étant manager. Je vais vous donner un autre chiffre. 48 heures.
48 heures, c'est le chiffre qu'un ex-ministre de la Santé a évoqué dans un amphithéâtre, précisément à l'EHESP, pour dire... Certains s'en souviennent. Oui, certains s'en souviennent, pour dire... Alors, c'était des directeurs, mais ça concerne tous les managers, pour dire, mais peut-être que dans votre carrière, un jour, vous saurez ce que c'est que de faire 48 heures. C'est véridique, hein, cette anecdote. C'est véridique, c'est véridique. Bon, effectivement, on se rend compte qu'on n'est pas connu, pas reconnu, et que c'est très, très loin de la réalité. Alors, pourquoi on prend autant de temps? Est-ce qu'on est mal organisé, etc. Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que manager, c'est une fonction qui s'adosse à un métier. Manager, ce n'est pas un métier à la base. On a tous des métiers, on a des productions, des œuvres techniques, entre guillemets, à rendre, et on a le management en sus. Et le management, sa caractéristique, c'est qu'il prend du temps, puisque c'est du temps de relation, c'est du temps de lien avec des êtres humains, c'est savoir regarder, prendre le temps d'eux, s'alerter, valoriser quelqu'un, ça prend du temps. Et en plus, quand on est manager, on souffre d'un complexe, d'une espèce de devoir à rendre, d'un nombre d'heures pour être légitime. On l'entend un peu partout. Ah, c'est un bon directeur, c'est un bon cadre. Elle compte pas ses heures, elle est là à la fermeture ou elle est là dès 6-7 heures du matin. Eh bien, c'est bête, mais ça rentre dans nos têtes. Et effectivement, on éprouve le besoin de faire des horaires à rallonge et d'être même disponible au-delà de ces horaires de présentiel, puisqu'on a ces petites bêtes-là, avec notre Outlook, avec nos notifications, etc. Donc, en fait, c'est un temps qui ne s'arrête plus. Et on rentre complètement dans ce jeu. Alors, il y a des trucs et astuces. Hein. Vous avez eu quelqu'un qui est intervenu. On a parlé ce matin, oui. Voilà, donc c'est un sujet. Toujours est-il que c'est un temps qui n'a vraiment plus de fin, qui nous désorganise, qui a des conséquences parfois sur le travail, surtout sur notre vie privée, parce qu'effectivement, c'est de la fatigue, c'est du stress. Tu as cité une étude dont on connaît bien les détails, tu l'avais présentée à Angers en juin dernier, notamment sur les conséquences sur le sommeil, etc. Donc il est temps de faire quelque chose, je dirais. Merci Séverine, merci. Bon, je pense que ça parle à tout le monde et le petit mot. C'est un ministre de la Santé récent qui a prononcé ces mots, je vous laisserai retrouver. De qui c'est. Emeline Finois, est-ce que tu partages ce constat de Séverine au niveau de l'ANAP, dans ce que vous pouvez voir, et puis toi, dans ton expérience aussi personnelle, professionnelle, est-ce que tu fais ce constat d'un temps de travail quand même qui s'est élargi pour les managers et qui s'est intensifié? Complètement. C'est à la fois, je me retrouve complètement dans la description que tu fais de mes précédentes fonctions quand j'étais en poste en établissement. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Une petite anecdote que je pense tout le monde a connue. Quand un petit peu penaud, à 17h, on ferme son PC, on s'en va et la petite réflexion du collègue « Ah, t'as pris ta journée ?» Voilà, je pense qu'on l'a tous connu une fois. Et en plus, on se sent un peu coupable, mine de rien. Il y a une espèce de petite culpabilité personnelle qui traîne, à se dire, ah oui, c'est vrai, je ne suis pas restée jusqu'au bout de la fermeture. Mais comme du coup, l'hôpital ne ferme jamais, ou la structure médico-sociale, finalement, quand est-ce qu'on s'arrête? On est assujetti à continuité de service, on a des gardes, on a des astreintes, on a des enjeux qui sont très, très forts. Et qu'il faut qu'on finalement ne s'arrête, on peut ne jamais s'arrêter et rester temps plein sur notre poste sans forcément être beaucoup plus efficace. C'est un constat qui est effectivement aussi rejoint par les collègues qui travaillent avec nous à l'ANAP sur les enquêtes qu'on peut mener sur les enjeux de temps de travail, qui est confirmé par l'ensemble des réseaux de professionnels qui sont à nos côtés, à la fois dans une intensification globale, et tu l'as cité effectivement avec les outils numériques qui sont à la fois des éléments de facilitation de notre quotidien, mais également aussi deviennent une forme d'esclavagisation possible si on n'y prête pas garde. Tout à fait. Et pour ce qui te concerne, Nicolas, c'est quelque chose que tu as constaté aussi dans tes fonctions actuelles ou dans les précédentes, ce temps de travail qui s'élargit et s'intensifie? Oui, exactement. Bien sûr, on est tous confrontés à cette problématique-là avec l'enjeu de la gestion des mails, etc. Donc, la vraie question, à mon sens, c'est vraiment comment sanctuariser des temps personnels, y compris, et c'est pas un gros mot, pour prendre soin de soi-même. Parce que si on veut pouvoir être exemplaire vis-à-vis des collaborateurs, il faut aussi être à un moment en capacité de prendre soin de soi-même, hein, et de se sanctuariser des temps pour faire du sport. On a un gros risque professionnel autour de la sédentarité quand même, sur le plan de la santé des managers. Donc cet enjeu-là, il faut l'identifier et essayer de trouver des solutions.
Donc on les connaît, hein, les risques de ce qu'on vient d'évoquer. À la fin, c'est le burn-out, c'est, effectivement, tu as dit, la sédentarité, les impacts sur la santé. Et ça, c'est maintenant mieux documenté. Enfin, on voit que aussi le gouvernement en a fait une cause, hein, là, sur la santé des professionnels de santé, donc un problème d'intérêt public. Et donc, on voit que le constat, je pense, est assez unanimement posé. Et il concerne aussi les managers de santé. Au niveau du SNPS, on a eu l'occasion de rencontrer la ministre Lebaudot, justement, pour ce rapport sur la santé des professionnels de santé. Alors, je ne vais pas être très long sur le constat, parce que c'est nos vies, on connaît ce constat, on le vit au quotidien. Ce qui va nous intéresser, c'est finalement de se dire qu'il y a des solutions innovantes qui se travaillent sur le temps de travail, sur la réorganisation du temps de travail, sur la façon de travailler différemment. Et il y a des choses qui sont testées dans les établissements. Il y a des innovations qui émergent, qui parfois utilisent le numérique ou pas. On va commencer par en aborder une. Donc je reviens vers toi, Nicolas. Tu es aussi ici parce que du coup, tu as testé la semaine de 4 jours. Vous êtes en train de démarrer, parce que ça démarre, mais vous avez tout un travail de concertation. La semaine de 4 jours dans ton établissement. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire et où vous êtes dans la démarche, et est-ce que vous avez commencé à mesurer des premiers effets? Oui, alors je vous ai préparé 2-3 diapos parce que c'est un sujet qui mérite d'être un peu quand même documenté. Super, merci beaucoup. Alors cette semaine de 4 jours, en effet, tu l'as dit Clément, c'est une expérimentation, hein. On peut passer à la diapo, c'est moi qui ai le machin. C'est d'abord un sujet d'actualité qui questionne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'affirmation nette pour considérer aujourd'hui que la semaine de 4 jours, c'est une solution. C'est une piste, c'est quelque chose... On en parle beaucoup. Et on en parle beaucoup. Les médias se font un relais fréquent et intense de cette question de la semaine de 4 jours, aussi parce que ça les interroge sur leur propre fonctionnement, hein. Chaque fois que j'ai eu des journalistes, ils me faisaient part de leur envie de basculer sur une semaine de 4 jours. Mais moi, je crois qu'on est plutôt dans un sens de l'histoire. Les congés payés, la RTT, tu l'as redit, et puis autour de nous un certain nombre d'expériences dans des pays vraiment frontaliers qui montrent l'intérêt, l'enjeu d'embarquer aussi nos collaborateurs dans cette expérimentation de la semaine de 4 jours. Pourquoi ? Parce que là, on se situe véritablement pour nous, et en tout cas, l'enjeu, c'est vraiment de le situer ici, au carrefour de la productivité et de l'épanouissement individuel. On a aujourd'hui trop souvent, on prend trop souvent le raccourci d'une seule question d'articulation vie privée, vie professionnelle. Nous, on essaie d'en faire aussi un enjeu de productivité. Comment repenser nos organisations ? Donc la semaine de 4 jours, d'abord, ça n'est pas un certain nombre de choses. Il faut la définir. Pour nous, ça n'est pas une perte de salaire, c'est assez évident, mais il faut le rappeler aux salariés quand on leur propose. Ça n'est pas une réduction du temps de travail. Vous avez entendu aussi beaucoup de branches, lorsqu'elles raisonnent sur une semaine de 4 jours, les salariés, les syndicats entendent un passage à 32 heures en fait. Donc il faut assez rapidement expliquer qu'il ne s'agit pas d'une réduction du temps de travail. Ça n'est pas non plus une diminution de la productivité, bien évidemment. Et c'est pour nous l'occasion d'y réfléchir sans y être contraint. Je le dis très franchement. J'ai eu un peu peur le soir de l'intervention du président de la République à la sortie de la longue période de grève sur les retraites, qu'il annonce une réflexion imposée à tous les secteurs sur une semaine de 4 jours, parce que ça aurait pu être quelque chose qui venait contrebalancer un allongement de la durée de travail que cet aménagement. Et ma pire crainte, c'était vraiment qu'on nous l'impose. On a tous un avis sur la question de la mise en œuvre des RTT et des 35 heures. Je pense que ce que tout le monde regrette, c'est finalement le manque de préparation qu'on a eu et un cadre imposé. Donc, ça n'est pas tout ça. C'est vraiment l'objectif d'attirer demain des futurs collaborateurs ou collaboratrices qui veulent des métiers qui certes ont du sens, mais qui ne veulent pas s'insérer dans des métiers dans lesquels les règles du jeu ne sont pas clairement posées. Il faut poser nos organisations. Et quand je dis ça, l'enjeu, c'est pas de parler à vos professionnels des autres établissements, mais bien de parler
à tous les jeunes qui sont en train de se questionner, est-ce que je fais finance, est-ce que je fais de l'informatique, est-ce que je fais philosophe? Comment on leur explique que nos métiers ont du sens et qu'on est capable de s'organiser pour pas qu'ils y laissent l'entièreté de leur vie personnelle. Donc c'est condensé 35 heures en 4 jours. C'est sur une base qui était fertile à l'Institut Bergonié, puisque 2/3 de nos salariés sont déjà en semaine de 4 jours. Il y a un petit subterfuge, c'est qu'ils sont en fait en 10 heures, en 11 heures, en 12 heures. Mais on n'a pas l'habitude de se vanter dans la santé qu'on est capable de faire de la semaine de 4 jours. C'est une semaine 3 jours, une semaine 4 jours. Donc vendons cet aspect-là aux plus jeunes qui sont en train de se demander s'ils vont rejoindre notre secteur. Sur les médico-techniques, on était plus près de 14%, et sur les administratifs et les techniques, 6%. Mon enjeu, Centre de lutte contre le cancer, qui a une forte activité innovation recherche, c'est aussi d'attirer des professionnels pour lesquels on est en concurrence avec des boîtes privées qui proposent globalement de travailler à peu près où ils veulent dans le monde, sur les horaires qu'ils veulent, en rendant des comptes. Sur la bioinformatique, sur la biostat, sur des arcs, etc. Donc, il fallait être innovant. On a ouvert cette expérimentation. 5 unités candidates, une unité prévention, soins de support, la DRH en tant que telle qui a candidaté. Je trouve que c'est une très belle chose. La direction des data et de la santé numérique, pour les raisons que je viens d'évoquer. Le système d'info et quelques métiers de la biopathe pour expérimenter en dehors des soignants qui nous font d'excellents retours. Je le dis pas trop fort, mais on n'a aucun poste vacant d'infirmière aujourd'hui. C'est au-delà du management formidable du DGA, vous en doutez bien. C'est pour partie quand même l'organisation du temps de travail qui a permis ça. Un petit rétro-planning sur une expérimentation sur l'année pleine de 2024. On est vraiment aujourd'hui à la phase d'élaboration des maquettes de travail. C'est là où on fait l'alignement. Vous allez démarrer, là, c'est bientôt parti. Exactement. Ouais. C'est l'alignement avec la productivité, parce que moi, mon intérêt d'employeur, c'est de repenser les organisations. Il y a trop d'organisations dans nos établissements sur lesquelles on ne se penche jamais. En proposant cette expérimentation, c'est les salariés qui reviennent vers nous en disant « Nous, regardez, on a réfléchi comment on pourrait s'organiser pour travailler en semaine de 4 jours. Et nous, on permet l'articulation avec le reste du monde, avec les autres services. » Moi, ça, c'est mon intérêt. En pratique, et je vais pas être beaucoup plus long, c'est des journées de 8h45 à 30 minutes de poste, soit une amplitude de 9h15. C'est un nouvel horaire qu'on n'avait pas, qu'on crée spécifiquement pour cette expérimentation. Ce qui veut dire derrière que j'ai 6 semaines de congé. C'est important de retenir ça parce que les salariés étaient un peu butés au départ sur 5 semaines qui auraient été ce qu'on connaît tous, qui auraient été le minimum, avec ce sentiment de perte des RTT. Donc pourquoi 6 semaines? Parce qu'on pose un principe assez simple, c'est que chaque semaine où il y a un jour férié en semaine, les 4 autres jours doivent être travaillés pour se générer assez de temps annualisé pour avoir cette 6e semaine de congé. Ce qui veut dire qu'on passe d'une situation où on a 22 RTT à 46 jours non travaillés par an. Et ça, c'est vraiment un élément de l'évaluation, par contre, que je veux vous partager. C'est qu'on pourrait penser qu'il y a un emballement assez fort des collaborateurs et des salariés. Et en fait, en première intention, il y a des craintes. Il y a des craintes des salariés qui nous disent on va perdre nos RTT. Donc on passe de 22 à 46, mais ils perdent des RTT. Et derrière cette notion-là, il faut bien entendre que certes, je vais avoir 46 jours, mais qui vont m'être imposés. Alors que j'ai 22 jours que je place un peu comme je veux finalement. Et beaucoup de salariés nous disent je préfère avoir 22 jours et mon autonomie que 46 sur lesquels je ne vais pas avoir la main. Et ça, c'est un élément à avoir en tête. Les cadres aussi nous interrogent et nous remontent beaucoup leurs interrogations sur la multiplicité des organisations à gérer dans les services quand on a plusieurs salariés. Et puis une petite cohabitation avec le télétravail qui pour nous a été plutôt bénéfique puisqu'on était parti très loin dans le télétravail jusqu'à 4 jours par raccord et on est revenu du coup à 3 jours. Donc une évaluation qui est en cours, mais je dirais au total plutôt une réussite, même si on n'est pas sur des gros volumes de salariés. On est près de 4% de la population qui aurait pu être concernée, qui a fait ce choix-là. Mais le bienfait, il se pose vraiment sur notre capacité à aller réinterroger les organisations au fond. Et ça, c'est mon intérêt d'employeur. Voilà les quelques premiers éléments à partager. Et merci beaucoup, Nicolas. Je pense que ça intéresse beaucoup de collègues parce qu'il y a pas mal d'établissements qui se questionnent sur cette semaine de 4 jours aujourd'hui. Et donc, vous êtes en tout cas, je pense, dans les premiers à l'expérimenter avec le format que tu viens de décrire.
Emeline, finalement, quand on a préparé cette table ronde, tu m'as dit, tu fais intervenir sur le temps. Bah oui, c'est notre mission de faire gagner du temps aux managers de santé. C'est la mission de l'ANAP. Alors, en quoi vous pouvez nous faire gagner du temps et qu'est-ce que l'ANAP développe comme outil en fait, qui permet finalement, aux managers de santé finalement, juste de gagner beaucoup de temps? C'est vrai qu'effectivement, je t'avais dit, c'est un peu notre job de vous faciliter. Je vais peut-être revenir un petit peu sur ce qu'est l'ANAP pour expliquer à ce qu'on est et à quoi on sert. L'ANAP est aujourd'hui présidée par Anne-Marie Armenteras et également dirigée par Stéphane Pardou, qui sont deux collègues directeurs d'hôpitaux, qui sont deux collègues directeurs d'hôpitaux qui connaissent extrêmement bien tous les éléments dont on parle aujourd'hui, qu'on partage collectivement dans le cadre de ce congrès. C'est également une agence donc, publique d'expertise, de conseil et d'intervention qui travaille sur différents sujets, à la fois les enjeux de ressources humaines, les enjeux immobiliers, les enjeux de développement durable, les enjeux du numérique, les enjeux des finances. On a finalement aussi, avec Stéphane Pardou, restructuré l'agence pour être plus en adéquation et en écho des impératifs qui sont les nôtres, qui sont les vôtres, pardon, excusez-moi, lapsus, en établissement, pour du coup être vraiment en résonance des problématiques que vous pouvez rencontrer. Et donc notre raison d'être sur l'ensemble de ces thématiques, c'est de faire en sorte que, en étant agence de professionnels pour des professionnels, qu'on vous propose des outils, qu'on vous propose des accompagnements, qu'on vous propose des éléments de simplification pour aller plus vite. Donc notre raison d'être, c'est de pouvoir, on a effectivement aussi un rôle d'appui à la puissance publique et d'éclairage, mais on a aussi, là, le fond de notre intervention, c'est d'abord d'être à vos côtés pour vous produire et vous fournir des éléments d'outillage opérationnel, toutes thématiques confondues, pour aller plus vite. Alors, est-ce que tu peux des illustrations? Ça peut prendre plusieurs formes. Alors, il peut y avoir des outils très... par exemple, je vais prendre un exemple sur les finances. Si certains d'entre vous sont en établissement, en direction de finances, il y a des outils qui ont été produits par l'équipe finance pour préparer justement et simplifier l'organisation de la clôture financière de l'année. Ces outils ont été mis à disposition il y a quelques jours. Ils sont plébiscités par les collègues qui les utilisent. Donc, encore une fois, ce sont des outils qui permettent de sécuriser sa clôture, d'aller plus vite, de ne pas avoir à refaire chacun dans son coin, finalement, chacun ses moulinettes et ses petits outils, chacun dans son coin qu'on refait toujours de manière un peu systémique. Et donc de pouvoir aller plus vite, soit en les utilisant soi-même, soit en les donnant aussi à ses adjoints qui peuvent du coup aussi monter en compétences et utiliser directement des outils clés en main, gratuits, testés par des professionnels, sécurisés par des professionnels, et donc que vous pouvez directement utiliser et télécharger pour votre usage direct. Si vous êtes en investissement, deux, trois exemples, voilà, sur la partie investissement par exemple, alors ceux qui sont en situation de piloter des opérations d'investissement, quand vous avez des opérations d'investissement qui durent plusieurs années, il y a un petit mécanisme un peu, pas forcément très compliqué, mais qui nécessite un peu une petite moulinette, c'est la mise à jour systématique de son opération d'investissement pour qu'elle soit toujours à jour en toutes dépenses confondues, valeur finale d'exécution. Il s'agit donc d'intégrer systématiquement sur votre projet d'investissement le trend de l'inflation pour que le PGFP de votre collègue sur la partie finance soit toujours mis à jour. On a mis à disposition il y a un peu plus de 6 mois une moulinette automatique qui du coup, vous rentrez l'ensemble des postes d'investissement et le calcul se fait automatiquement avec quelque chose que vous pouvez du coup éditer, partager avec votre collègue des finances, et donc plutôt que d'avoir à faire de manière itérative sa propre moulinette avec sa petite macro qu'on n'a pas toujours et sur lesquelles on n'est pas toujours non plus hyper sécure, ça du coup vous l'avez directement clé en main. C'est mettre en place le télétravail aussi. Je donne donc du coup un exemple pour les collègues qui peuvent exercer en poste RH. On a sorti un guide sur comment on met en place le télétravail, c'est quoi les étapes, comment est-ce qu'on les suit. Et puis des protocoles déjà pré-rédigés, que vous soyez dans le service, dans la fonction publique hospitalière ou bien dans le secteur privé également. On a fait 2 protocoles types qui sont donc du coup immédiatement téléchargeables. Vous pouvez les remplir. Ils sont déjà pré-maquettés et donc ça vous donne aussi, ce sont des exemples, encore une fois, on en a plein. Je peux vous occuper tout l'après-midi entier avec plein d'exemples comme ça, qui sont du coup immédiatement utilisables. Et donc l'idée, c'est vraiment de vous faire gagner du temps. Et donc on a déjà, donc là j'en tiens à disposition si vous voulez, je les ai
clé en main, c'est pas de voilà. On fait des panoramas aussi, des panoramas de solutions, de systèmes d'information, parce que quand on veut se lancer aussi, par exemple dans la robotisation, l'automatisation, ou bien alors identifier des systèmes du coup de mesure de la satisfaction salariée, parfois on est un peu démuni quand même sur l'ensemble du panorama éditeur qui peut exister. Et donc nous on développe ces panoramas éditeurs, donc on les fait pour vous. Et donc, vous pouvez, là encore, les télécharger gratuitement sur notre site pour pouvoir avoir cette cartographie éditeur, avoir du coup le point de contact du collègue qui l'a mis en place. Est-ce que du coup ça marche? Un peu, beaucoup à la folie, pas du tout. Et donc, finalement, aussi vous aider à aller plus vite. Donc, nous, on a plein d'idées, on fait plein de choses et on a un programme de travail riche. Et voilà, je vous donne quelques exemples de choses qui sont sorties, mais on en a encore beaucoup en cours de réalisation. Mais encore une fois, l'ANAP, c'est la maison commune hospitalière. Et donc, vous êtes invités, si vous le souhaitez, à pouvoir nous aussi nous challenger, à nous proposer à ce qu'on puisse réaliser des outils plus faciles, plus facilitants pour votre quotidien et pour vous permettre de gagner du temps. Avec encore une fois 2 aspects, soit pour vous-même, soit pour vos adjoints. Le sujet du temps de travail, c'est aussi le sujet des éléments qui nous remontent peut-être trop, d'un sujet de délégation aussi auprès de nos collaborateurs, de monter en compétences aussi, d'outillage auprès d'eux pour qu'ils puissent monter en compétences, davantage s'autonomiser et également aussi libérer finalement du temps et que chacun soit repositionné dans une chaîne son cœur de métier. Voilà, exactement, dans son cœur de métier. Merci beaucoup Émilie. Alors on va partir sur un autre type d'outil. Là, un outil dont on parle beaucoup dans l'actualité. Je pense qu'il y a un an, dans ce même amphi, si j'avais dit ChatGPT dans la salle, personne n'aurait compris de quoi je parlais. Et là, maintenant, je pense que tout le monde est à peu près au fait de ce dont il s'agit. Donc, il s'agit d'une intelligence artificielle. Il y en a plein. Et il semble que ça va bouleverser nos vies, ça va bouleverser l'hôpital. On n'est qu'aux prémices de ça. Et pour faire vraisemblablement, et certains d'entre vous ont peut-être commencé à tester ChatGPT, ça va nous faire gagner du temps. Alors, où on en est de cette intelligence artificielle, David, et quelles sont les possibilités d'application à l'hôpital, mais surtout et dans nos métiers pour ce qui nous intéresse? Merci de l'invitation, merci Clément d'ouvrir l'angle et au SMPS de prendre l'angle qui est en fait le plus compliqué à traiter, qui est l'angle de l'IA pour les managers. Et donc là, c'est à la fois je parle là comme un peu praticien de ces sujets, mais aussi comme ancien directeur d'hôpital. En vous disant et en envoyant un petit coup de chapeau à ma voisine de gauche et au panorama des solutions d'IA que fait la NAP, vous avez là, dans les différentes fonctions hospitalières, une cartographie qui est régulièrement mise à jour. Donc nous avec Ethicare, on intervient sur l'accompagnement, la mise en œuvre du marché pilote que la NFH a déclenché dans plusieurs régions. PACA, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Corse, c'est un marché qui va être généralisé. Donc on intervient sur une vingtaine de territoires pour aider à la définition de la stratégie IA, former les professionnels, aider au sujet de conformité dont je vais vous dire un mot. Et puis on a eu la chance d'accompagner Unicancer, Nicolas, qui est vraiment en avance de phase sur ces sujets, sur la partie fond de la matière, production des outils d'IA. Vu sous l'angle des managers, effectivement, il faut, comme tu le dis, constater que le paysage de fin 2023, il est pas tout à fait le même. D'ailleurs, petit sondage dans la salle, qui a déjà utilisé ChatGPT? Levez la main. Voilà. Vous voyez, je faisais le même sondage devant un congrès de médecins il n'y a pas longtemps. Je leur posais la question, il y avait à peu près 150 participants, en leur demandant qui l'a déjà utilisé en pratique clinique. Et donc sur 150 médecins, 100 avaient levé la main. C'est l'outil informatique qui a, dans l'histoire de l'informatique, le plus haut niveau, la pénétration la plus rapide dans l'air. Et en fait, ce qu'on voit en pratique sur le terrain, c'est que en fait, l'arrivée de l'IA générative a pour effet, déjà à très court terme, de décomplexer les esprits sur le recours aux solutions d'IA de la génération d'avant, ce que vous connaissez, la pratique médicale, l'IA de reconnaissance d'image, traumatologie, mammographie, ophtalmologie, toutes ces solutions de reconnaissance d'image qui après sont peut-être moins utiles dans votre pratique de manager que pour faire gagner du temps dans le temps médical à l'hôpital, le déplacement de fonction, mais derrière le temps qui sera libéré pour organiser une permanence, par exemple,
exemple, d'interprétation de traumatologie aux urgences, c'est aussi du temps gagné de directeur des affaires médicales. On en parlait avec Hélène de Rudre là, juste avant. Et donc, dans le dispositif, vous voyez qu'il y a ces gains de temps sur les différentes fonctions sectorielles de l'hôpital, en sachant que, en fait, quand on prend le sujet sous l'angle du management, c'est dans ce domaine-là que l'IA est la plus avancée sur toutes les fonctions RH, présélection de profil, les fonctions de gestion financière, les fonctions de back-office. On est là plutôt dans l'adaptation au secteur sanitaire et médico-social. Séverine, c'est un domaine, le champ du vieillissement, du handicap, dans lequel il y a plus de cas d'usage, avec peut-être une notation plus sous l'angle de la robotisation, la mécatronique qui embarque des systèmes algorithmiques d'aide à la décision. Mais au global, ce sont plutôt des solutions d'IA, de digitalisation du back-office qui se mettent en place. On avait fait, alors ça remonte un peu, en 2019 avec l'Institut Montaigne, pour l'Institut Montaigne, une évaluation à partir du répertoire des métiers de la santé sur les impacts RH de l'automatisation et de la robotisation. Et avec une ligne d'analyse qui était de dire que c'était la grande époque de la médecine sans médecin, le radiologue espèce en voie de disparition. On avait aussi le directeur d'hôpital espèce en voie de disparition. Et il est encore là. Voilà, et 4 ans après, on constate qu'il y a encore des radiologues et des directeurs. Et en fait, dans cette étude, on avait plutôt considéré, et je maintiens la prédiction, on sait franchement... ChatGPT, je l'avais pas vu venir, j'avais pas vu venir l'ampleur que ça prendrait, j'avais pas imaginé que Sam Altman se ferait débarquer, que j'avais pas imaginé qu'il serait recruté, ni que derrière il y aurait un sujet de régulation. Donc du coup, par contre, en revanche, ce qu'on avait plutôt bien vu sur la partie RH, c'est qu'on estimait le potentiel d'automatisation entre 40 000 et 80 000 ETP dans le système de santé sur les fonctions support. Si aujourd'hui on devait actualiser l'étude, je pense qu'on serait plutôt sur la fourchette haute. 80 000 ETP, c'est beaucoup, mais c'est à mettre en regard du 1 300 000 emplois du secteur. Donc c'est pas la purge qu'on attend, et ça concerne pas les fonctions de management. Et au contraire, l'IA va libérer du temps pour réengager du management. Production administrative. Voilà. Et donc du coup, toutes les fonctions d'éditorialisation, de production de contenu, et des fonctions, c'est là que ce que change l'IA générative, ce qui va venir demain. Vous voyez, il y a quelques jours, la Poste a présenté le premier bloc d'IA générative qui va aller interpréter le DPI pour proposer des parcours de prise en charge aux médecins. Vous voyez, on est dans ce sujet-là. Et donc, je pense que, vous voyez, l'IA générative en est à ce stade. Et demain, vous aurez l'IA générative qui produira les budgets hospitaliers, les versions 0, qui produira vos correspondances avec l'ARS, qui documentera et produira toute la matière analytique à partir du document. Il va y avoir une nouvelle génération d'applicatifs de gestion administrative qui vont arriver et qui vont mobiliser ces ressources. Ça, faut sans doute s'y préparer avec une courbe de déploiement de ces innovations qui est incertaine. Le monde de l'IA avance globalement très vite, avec des domaines qui avancent moins que d'autres, des domaines qui avancent de manière linéaire comme la reconnaissance d'image, et de temps en temps des percées opérationnels comme ce qu'on a vu sur la partie IA générative. Donc, ce qui est clair, c'est qu'il faut que vous en saisissiez. Donc, le sujet, il est celui-là. Ce qui est clair aussi, c'est qu'en termes de stratégie industrielle et de stratégie de financement public, il y a de l'argent public qui s'investit dans l'IA. Sur la partie générative, il est vain de vouloir réengager de l'argent public français et européen pour dupliquer ChatGPT. C'est complètement vain. En revanche, et là, ça peut être un sujet de réflexion, vous voyez, je prenais l'exemple du DPI, c'est sans doute très très fécond de réfléchir au bloc de données un peu sécurisé, un peu sensible qu'il y a dans notre exercice ou dans l'exercice de pratiques de management sanitaire et médico-social sur lequel l'IA générative peut être intéressante et développable. Et là, en s'appuyant sur des acteurs de souveraineté. Et c'est encore le moment de mettre vraiment le paquet pour aller produire l'IA générative qui va venir au service de fonctions de management qui aujourd'hui sont hyper chronophages dans l'exercice des fonctions de management hospitalier. Il faut le faire maintenant. Et à vrai dire, je pense que les pouvoirs publics vont y être réceptifs pour libérer votre temps. Donc ça va libérer beaucoup de temps sur certaines fonctions, ça en libère déjà, mais vous allez avoir, et j'en terminerai par là, à investir d'autres fonctions. Et notamment émerge la fonction de management, de déploiement de ces objets.
avec... c'est un management en soi. Exactement. Et je remercie, je salue Jérôme, je remercie le SMPS qui, depuis plusieurs années, a accompagné le cheminement sur, on va dire, le terrain du débat d'idées pour porter cette idée de garantie humaine de l'IA, maintenir l'humain au centre du jeu. Et donc ce principe-là, qui avait été intégré dans la loi de bioéthique pour les usages de prévention, de diagnostic et de soins en 2021, c'est le socle du règlement européen sur l'IA qui sera finalisé la semaine prochaine. Et maintenant, on a une visibilité sur le calendrier d'application. Le trilogue a été conclusif sur ce point. Il entrera en force dans 18 mois pour toutes les structures. Il aura avec la même force que le RGPD, avec un niveau de sanction, y compris pour les structures utilisatrices, de 2 à 7% du budget de la structure pour les concepteurs qui ne déploient pas de système de garantie humaine de l'IA. Unicancer a annoncé à sa convention qu'il s'engageait dans cette voie en structurant un réseau de tiers de confiance pour les CLCC. Vous aurez à le faire pour construire les collèges de garantie humaine, les instances de cartographie des systèmes d'IA dans vos structures et s'assurer que vos concepteurs ont mis en place des protocoles de contrôle des solutions qui sont évidemment proportionnés en fonction du niveau de risque. Et vous aurez à piloter le déploiement de ces fonctions. Mais à vrai dire, vous voyez, c'est une fonction qualité-gestion de risque sur laquelle, derrière, se posera assez vite la question du dialogue que vous entretiendrez avec vos assureurs en responsabilité civile sur le recours à ces objets. Et donc, vous voyez, il va y avoir, et il y a déjà des opportunités de libération massive de temps dans vos pratiques. Et là, il y a un enjeu sans doute de mobilisation pour orienter les financements, orienter la R&D technologique sur des objets d'IA génératifs qui vont vous faire gagner du temps dans votre pratique managériale. L'IA peut le faire et elle doit le faire à condition que ce soit encadré. Et après, se préparer à cette échéance de la garantie humaine de l'IA que vous aurez à intégrer dans vos pratiques. Merci David, je pense qu'on a appris beaucoup de choses à travers cette intervention et on voit que on doit en tenir compte dans nos pratiques managériales maintenant. Ça fait partie c'est dans notre paysage. Il y a un autre élément d'outil qui est dans notre paysage depuis la crise Covid, on va dire, un peu avant et fortement majoré. C'est le télétravail. Alors là, on est un peu dans un mouvement un peu de retour. Là. Je ne sais pas si vous sentez ça. Un peu la note d'ambiance du moment, c'est un peu oulala, on est peut-être allé trop loin. Donc j'ai envie de dire, ça sera une question simple, c'est vrai. Le télétravail, stop ou encore? Stop. Stop parce qu'effectivement, alors je dis stop. Ceux qui me connaissent bien savent que j'ai un petit côté réac, un petit côté vieille France. Clément et Louis m'ont donné ce sujet-là parce qu'ils savent que je ne suis pas trop télétravail. Bon, je vous rassure, c'est pas un stop réac, c'est un stop effectivement. Là, il faut peut-être prendre le temps de réfléchir, de mesurer un petit peu ce qui a été fait. Impacts. Ouais, les impacts et comment on y repart. Parce que ça a été fulgurant. On a eu une information, un cadre général et chacun a fait comme il a voulu, entre guillemets, dans son établissement, en allant parfois jusqu'à des 3-4 jours sur une semaine de travail, en télétravail, ce qui n'est pas sans poser question. Et puis on entend, c'est une petite musique, il y a des études qui disent que, et telle autre étude dit ceci, dit cela. Sauf qu'on n'a pas vraiment de doctrine établie, consolidée, pour se mettre d'accord sur ces études en termes de référence, lesquelles font vraiment référence. D'abord, c'est sans doute que les premières, on n'en est sans doute qu'au balbutiement de ces études, et lesquelles sont réellement applicables, où est-ce qu'il en existe pour le secteur hospitalier EHPAD. Et c'est vrai que sans une réflexion de fond, c'est difficile de se dire qu'il faut poursuivre tel quel, à ce rythme effréné, le télétravail. Il faut répondre à plusieurs questions. Quelques-unes, quels sont les métiers concernés? Alors, je sais que l'ANAP a fait un travail là-dessus. Est-ce que parce que tel et tel métier est concerné, il faut automatiquement proposer du télétravail? C'est à voir. Et si oui, comment et surtout, quelles sont les limites? Il ne faut pas oublier aussi une chose dans le télétravail, c'est qu'il y a deux points de vue. Soit vous êtes un potentiel bénéficiaire, soit vous êtes un manager qui manage des personnes qui sont aussi en télétravail. Et à ce moment-là, je peux vous dire que quand vous faites basiquement la colonne stop et la colonne encore, eh bien selon le point de vue selon lequel vous vous placez, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a du plus d'un côté, du moins de l'autre, selon son positionnement. Alors, comme je suis quelqu'un de basique, moi j'ai fait ma colonne stop, j'ai fait ma colonne encore, et je me suis dit, prenons quelques éléments, 5 grands critères, en essayant de trouver les raisons de dire stop et les raisons de dire encore. C'est pas exhaustif, mais ça va vous parler. Alors, on a parlé tout à l'heure, j'ai entendu la productivité. C'est vrai que le télétravail, quand on veut bosser
un dossier tranquillement et le faire d'une traite ou en 2 traites, il n'y a pas mieux que le télétravail parce que ça vous arrive tous et toutes au travail où vous dites « Bon, cet après-midi, je ne prends pas de rendez-vous, il faut absolument que je m'enferme, vous venez me voir que s'il y a des urgences. » C'est là que vous découvrez qu'on n'a pas tous la même conception de l'urgence. C'est là où vous vous dites de toute façon, je ne peux pas lui dire non, il a besoin de me rencontrer, manager, il a besoin de me rencontrer, donc il faut que je lui ouvre la porte. Et puis au final, vous achetez votre après-midi, vous ne pouvez pas travailler votre dossier comme vous le voulez. Donc là, le télétravail, c'est quand même chouette. Et puis c'est super chouette aussi quand en fait ça permet aussi d'éviter un arrêt maladie. Je suis un peu patraque ou j'ai une allergie aux yeux, je ne suis pas présentable, je peux peut-être plutôt que de me mettre en arrêt, faire du télétravail et au moins j'avance et du coup c'est de la productivité. Donc ça, c'est les côtés encore continuons le télétravail parce que c'est un vrai avantage. Si on reste toujours sur la productivité, je m'interroge sur une productivité du télétravail au quotidien, d'une manière hebdomadaire. Ça pose la question de la fréquence à laquelle a été accordé le télétravail, ses modalités de contrôle, etc., possibilité de revenir en arrière ou pas. L'autre question au niveau de la productivité, c'est les urgences. Alors vous me direz, les urgences, ça dépend les métiers, ça dépend les sujets, encore une fois, ça dépend de la conception de chacun. Mais effectivement, il y a des urgences. C'est quand même mieux quand on est là, très clairement. Et puis, il y a un autre point en termes de productivité. C'est ma secrétaire, pardonnez-moi pour le « ma secrétaire », elle ne m'appartient pas, mais bon, c'est affectif. Une fois, ma secrétaire me dit « Ils sont bien, les collègues en télétravail. Hein, parce que, mais eux, quand on veut les appeler, non, ils ont coupé leur ligne parce qu'ils bossent à fond leur dossier. Par contre, eux, quand ils ont besoin qu'on imprime des documents parce qu'ils ne vont pas être là en réunion et que vous en avez besoin, ils nous appellent sans se soucier si nous, on est pris. Et puis, du coup, on doit aller faire leur photocopie. » Bon, elle me l'a dit gentiment, bien sûr. Mais j'ai trouvé très intéressant ce qu'elle a exprimé, c'est de ne pas être égoïste. Dans le télétravail, on peut potentiellement avoir un impact sur les autres, sur la productivité des autres. Ensuite, le deuxième point, je vais passer très vite. On l'a évoqué tout à l'heure, le manager, c'est celui qui fait l'ouverture et la fermeture, qui est légitime parce qu'il est toujours là, donc il y a un temps extensible, un temps qui ne s'arrête plus. Et bien ça, c'est le côté stop, mais le côté encore, c'est que puisque ce temps pour nous ne s'arrête plus, qu'il est extensible à l'infini, les managers sont légitimes plus que n'importe quel autre métier, quelle autre fonction, à pratiquer le télétravail. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait un équilibre. On ne peut pas se donner à ce point sans, à un moment donné, pouvoir se retrouver soi-même, parce que c'est aussi une question de nécessité. Nécessité pour son bien-être, sa santé, tu en as parlé tout à l'heure. Et c'est là où on en vient au troisième point, qualité de vie au travail, équilibre vie pro, vie perso. Donc la présence au travail, c'est bien. La présence auprès de ses proches, c'est mieux. Ça évite que vos enfants vous disent « Mais qui êtes-vous ? Je suis ton père ». Ça peut être un problème. Donc, au moins, vous êtes présent. Pardon ? Je suis ta mère aussi, c'est possible. Ça développe effectivement le bien-être. Enfin, je vais passer les détails, mais ça évite aussi de perdre du temps. Quand on va au travail en voiture, qu'on se prend les bouchons, etc., c'est pas comme dans les transports en commun. On peut pas dire qu'on va faire tel ou tel dossier ou telle lecture. En voiture, c'est du temps perdu pour tout le monde, pour vous comme pour le travail. Et puis, il y a une usure, le fait de tous les jours avoir cette routine-là des transports en commun ou même de la voiture. Donc, ça, c'est ce qui permet de dire que le télétravail, il faut poursuivre, il faut aller encore plus loin. Du côté stop, où il faut réfléchir, c'est quelle est la limite de tout ça ? Ces limites qu'il faut trouver entre vie privée, vie pro. En ramasser. Je vais très vite. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, c'est la question. On a tout dit dans ce alors là, ça sera, on va poursuivre. Mais tu as raison, c'est aussi le risque d'un asservissement. On a parlé tout à l'heure du téléphone, etc. Tous ces outils-là sont aussi de l'asservissement. Alors les deux derniers éléments, et je vais très vite, et c'est là où il y a une bascule entre le stop et encore. L'avant-dernier élément, c'est le relationnel. J'ai beau m'être creusé la tête pour trouver du positif dans le relationnel, dans le télétravail, j'ai trouvé des éléments. On est un peu mieux, on est dans le bien-être, donc on est plus disponible intellectuellement et émotionnellement. Et puis on peut synchroniser les temps, faut s'organiser, etc. Mais j'ai trouvé plus de raisons d'arrêter le télétravail par rapport au relationnel. Nous sommes dans un secteur qui est du relationnel. Le manager fait du relationnel. Les soignants sont dans le relationnel. Donc c'est une nécessité de nos métiers de nous rencontrer. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, sur le fait d'observer, de voir, d'accompagner, etc. Mais il y a aussi d'autres risques personnels. La solitude. Encore une fois, ça dépend de la fréquence. Le risque de repli sur soi qui n'est pas la même chose. Parce qu'on peut avoir une tendance à vouloir se mettre de côté et ce n'est pas bon non plus. Donc il ne faut pas non plus favoriser ces types de comportements. Et enfin, les interstices.
Parce que vous savez, c'est quand même génial, à la fin d'une réunion, c'est pas comme à la fin d'une visio où on fait « coucou, quittez ». Quand vous terminez à la fin d'une réunion, que vous restez à discuter, bah vous dénouez des éléments, ou à la machine à café. « Ah, t'as compris ça comme ça, toi ? Ah, c'est ce que t'as voulu dire ? Ah, bah d'accord, bah du coup, je vais te faire un travail comme ça et on va avancer mieux. » Et ça, tout ça, avec le télétravail, si on le laisse se développer, tout ça, on le perd. Dernier élément, le télétravail, c'est un élément d'attractivité, de fidélisation. Donc en positif, on ne peut plus faire sans. Et en côté négatif, stop. Je pose la question de la limite. Donc voilà, je m'arrête là, j'ai fait en ramasser. Merci Séverine, on peut applaudir nos intervenants. Est-ce qu'on a le temps? Peut-être une question pour nos intervenants, parce qu'on a dit beaucoup de choses, on a évoqué 4 pans d'outils de solutions pour finalement remédier au constat qu'on a évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une question pour nos intervenants? Ouais. Non, pas de remarque. Alors, David souhaitait... Ce que Séverine a très bien dit me fait penser, je pense que vous le vivez dans vos pratiques, que sans doute, nous on le voit sous un angle un peu externe, mais qu'un des enjeux de management aussi très très important pour vous, c'est le fait d'avoir à piloter des équipes qui sont en disjonction et en discordance des temps, notamment par rapport à l'usage du numérique. En télétravail ou pas en télétravail, utilisateur d'IA ou pas utilisateur d'IA, digitalisé ou pas digitalisé. Et ça veut dire qu'en termes de posture de management, ça s'apprend aussi à piloter et manager ces équipes. Et je pense que ce risque de... Cette discordance, elle a sans doute une élongation maximum, quoi, pour maintenir l'idée d'un collectif. Merci David, merci beaucoup à vous. Ah, il y a Caroline. Je ne peux pas dire non à Caroline. Merci. Moi, je me posais une question parce que je suis très intéressée par le sujet que vous avez traité, enfin que vous êtes en train de traiter à Bergonié sur la semaine de 4 jours et toutes les questions que ça pose. Et je voulais savoir si vous aviez réfléchi aussi à l'applicabilité à la direction générale. Si j'ai pas le droit de faire appel à une intelligence artificielle, donc je vais mobiliser mon hippocampe. Si je dis pas de bêtises, ça va être en mode hippocampe. Mais pour le coup, c'est une vraie question. Alors, je le disais un peu sur la forme de la boutade à Emeline, mais sur le temps de travail de la semaine, si je vous dis à tous que je travaille à peu près 2 heures par semaine, ça va vous paraître étrange. Et très franchement, ça dépend ce qu'on appelle du travail. Parce qu'on l'a dit, notre travail, c'est beaucoup finalement de relationnel, d'humain et de partage avec nos collaborateurs, parfois quelques gestions de conflits, parfois du disciplinaire, etc. Mais est-ce que c'est applicable? Moi, pour les cadres, très franchement, on a exclu la réflexion. Alors, ça répond pour la direction générale. Comme pour les médecins, avec un certain manque de courage pour aborder la question de combien est aujourd'hui le temps d'un médecin dans un de nos établissements, qui est extensible à l'envi, mais du coup, on s'est un peu exonéré de répondre à cette question. Moi, je crois que c'est applicable. La question, c'est ce qu'on considère 4 jours dans la semaine. Est-ce que quand je suis au congrès du SMPS, je suis sur un jour de travail en tant que tel? Est-ce que quand je suis en formation, quand je fais de la biblio, quand je fais des lectures, etc., est-ce que là, je le décompte dans mes 4 jours de travail? Alors, pour le coup, pour répondre à ta question, bien évidemment, on ne se l'applique pas et on s'exonère de répondre à la question à l'échelle de l'établissement, mais le sens de l'histoire, je crois qu'il est quand même là. Et je le prends un peu à l'envers en disant, plutôt que de réfléchir si je travaille 4 jours, c'est est-ce que je m'octroie du temps dans la semaine? Alors, d'aucuns auront remarqué que, assez rapidement, vous allez être d'accord avec moi, que je ne cours pas tous les matins, a priori. Mais est-ce qu'on s'octroie des temps pour nous? 1 heure tous les matins, une journée, une demi-journée, pour faire du sport, pour s'aérer l'esprit? Moi, c'est ça que j'aimerais bien poser en creux, en fait. Et que ça soit respecté et diffusé auprès de nos collaborateurs qui l'appliquent eux-mêmes à leurs collaborateurs. C'est une réflexion qui nous parle à toutes et tous. Merci à nos intervenants. Et on va passer à